Bon alors, rebonjour pour un nouvel épisode de La Philo qui gratte. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un thème hyper connu qui est la conscience. Alors, la conscience, c'est quand même quelque chose d'assez problématique en philo, parce qu'il y a différents niveaux de conscience, premièrement. Il y a différentes formes de conscience, hein. Bien entendu, on pense à la conscience morale. Et dans toute l'histoire de la philo, la conscience est dépendante, enfin, le thème de la conscience est dépendant d'un autre thème qui est le thème de l'animal et de l'animalité. Ce qui donne des sujets du type pourquoi refusons la conscience à l'animal. Donc il y a ces trois problématiques qui se chevauchent dans toute l'histoire. Et bon, puisque je n'ai pas une demi-heure devant moi et que je vais insister sur les aspects problématiques, il m'a fallu que j'en choisisse entre guillemets un. Alors, j'ai choisi ce sujet assez classique qui est pourquoi refusons la conscience à l'animal. Alors je dis qu'il est assez classique, le problème c'est que en réalité c'est un sujet extrêmement difficile. Euh, Pourquoi? Eh bien parce que la forme de la question est très problématique. Il faut déjà savoir précisément de quoi on parle. Hein. Est-ce qu'on parle de la conscience, on va dire en général? Qu'est-ce que ce serait que la conscience en général? Est-ce qu'on parle d'un certain niveau de conscience qu'on refusera à l'animal? Ou est-ce qu'on parle d'une forme de conscience, hein? Ce qui sous-entendrait qu'on puisse refuser une certaine forme de conscience à l'animal, mais on lui reconnaître une autre. Bon, on sait pas du tout. En plus, qui est on? Qui refuse la conscience à l'animal? Bon. Et dernière difficulté, pas des moindres, qu'est-ce qu'un animal? C'est quoi cet animal à qui on refuse la conscience? Est-ce que c'est le corail, l'invertébré, le renard, bon, ou le chat? Bon. Ce qui supposerait quand même que l'homme ne soit pas un animal, ce qui est totalement faux. Donc déjà, la question en elle-même est très embêtante. Bon. Alors, pour démêler un peu cette question, on peut attaquer les choses de façon assez simple, en disant que il existe plusieurs niveaux et plusieurs formes de conscience. Alors, les niveaux de conscience, on va dire que, si on, alors bien entendu, on va prendre comme étalon l'humain, hein. Pour un humain, on peut dire que lorsqu'il est tout jeune enfant, il passe par un niveau de conscience, il accède à un certain niveau de conscience, qui est un niveau de conscience élémentaire, qu'on appelle en général la conscience immédiate ou spontanée. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeune humain, ce tout jeune humain, il se rend compte, hein, de ce qui se passe à l'extérieur de lui, ce qu'on appelle l'extériorité, ou de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, ce qui est son intériorité. Bon, il se rend compte que il fait froid, qu'il fait chaud, ou il se rend compte que autour de lui il y a des gens, ou il se rend compte que les gens autour de lui sont ses parents et que ce n'est pas une simple extension de lui-même. Bon, il se rend compte de plein de choses. Et puis, quand il commence, alors soit peut-être pas à se poser les questions, mais à essayer de se ressentir lui-même, bon, bah, il sent bien les choses sur lui-même. Il sent bien qu'il a peur, qu'il est énervé, qu'il est content, etc. etc. Bon. Voilà. Donc ça, c'est une chose assez évidente. Euh, Ensuite, cet humain il va évoluer, et on considère que vers 1 an et demi, il va prendre conscience de lui-même. Bon. Alors cette conscience de lui-même, c'est en fait le fait de prendre conscience qu'on est un sujet, qu'on est une personne, on est un individu, mais surtout indépendant des autres, et surtout différent d'eux. Et que le monde extérieur n'est pas une simple extension de ma conscience. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment complètement différent de moi-même. Et les autres sujets ont un caractère qu'on appelle en philo l'altérité, c'est-à-dire qu'ils sont complètement différents de moi-même. Hein. Je ne suis pas comme l'imagine un peu le tout petit enfant, une sorte de marionnettiste dont les parents et les sujets extérieurs seraient des extensions, seraient des sortes de marionnettes qu'il tirerait, hein, mais à un moment il comprend qu'il est lui-même un individu totalement à part. Bon, alors ça c'est déjà un certain stade. Alors la preuve de ça, la preuve que l'homme accède à ce niveau-là, c'est qu'il dit je. Hein. Voilà, dire je, c'est comprendre le sens du terme. Bon. Pour beaucoup, l'humain est le seul à comprendre le sens du terme je, et en disant je, à ce que ça renvoie à quelque chose de précis. Hein. Il ne s'agit pas simplement de le dire je, simplement il s'agit de comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, vous avez des formes de conscience différentes, puisque à partir de là,
à partir du moment où vous êtes conscient que vous êtes un sujet, vous êtes conscient que vous êtes un sujet qui pose des actes, vous êtes conscient aussi des conséquences de ces actes, et à partir de là, vous pouvez vous poser des conséquences, des questions sur les conséquences de vos actes. Par exemple, ce qu'on appelle des questions morales. Vous allez vous demander, est-ce que j'ai bien fait de faire ceci, ou est-ce que j'aurais dû faire cela, ou lorsque vous vous apprêtez à agir, est-ce que c'est vraiment bien que je fasse ceci ou cela. Bon. Pouvoir se poser ce type de questions, c'est permis par ce qu'on appelle la conscience morale. Bon. La conscience du bien et du mal, la conscience des valeurs. Alors, vous avez une autre forme de conscience, qui est la forme de conscience qui permet de se poser des questions sur soi-même. Une fois qu'on est conscient de soi, on peut se poser des questions sur soi-même. Donc par exemple, ce qu'on appelle faire une introspection. On va appeler ça la conscience introspective. Bon. Donc c'est une conscience, on a conscience, mais on a conscience. Donc c'est une conscience qui est redoublée, une conscience qui retourne sur soi-même, l'individu. L'individu, grâce à cette conscience, peut se prendre comme objet d'analyse. Il est sujet, mais il est aussi objet. Donc il est capable, grâce à cette conscience, d'opérer ce qu'on appelle la scission sujet-objet. C'est comme s'il se dédoublait. Je suis là, mais je me pose des questions sur quelqu'un qui en fait est moi. Bon. Et c'est ce qui va me permettre, ça, justement, d'éprouver des regrets ou des remords, ou surtout, pouvoir permettre d'évoluer, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Bon. D'apprendre. Pas simplement apprendre sous le coup de la nécessité avec des coups de bâton. Bon. Alors, vous voyez que le spectre de la conscience est assez large. Alors quand on dit, pourquoi on refuse la conscience à l'animal? Bon, il semblerait que ce soit évident qu'on refuse cette conscience. Or, vous savez bien que dans les desserts, on va pas faire de la doxa. Donc, autour de moi, si je demande aux gens, mais tiens, ton chat n'a pas de conscience, ton chien n'a pas de conscience, le cheval avec lequel tu t'amuses tous les week-ends, il n'a pas de conscience, je suis pas sûr que les gens me disent, bah oui, c'est évident. Je suis quasiment sûr du contraire. Ils vont me dire, mais non, il a une certaine forme de conscience. Alors, les gens appellent ça intelligence, conscience, ou ce que vous voulez, mais ça m'étonnerait que les gens refusent d'emblée d'accorder une certaine forme, en tout cas de conscience, plus ou moins élémentaire, aux animaux. Bon. Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure avec la conscience immédiate ou spontanée, il me semble que les animaux en général se rendent compte d'une proie qui passe à l'extérieur d'eux-mêmes, se rendent compte de l'état d'un chemin lorsqu'il faut le prendre, se rendent compte de la vitesse à laquelle va une proie, et se rendent compte à l'intérieur d'eux-mêmes du fait qu'ils sont malades, qu'ils sont en forme, qu'ils sont contents, etc. etc. Donc, il semblerait que ce ne soit pas en tout cas cette forme-là qu'on refuse à l'animal. Alors, si on prend, bien entendu, des formes plus élaborées, comme par exemple la conscience de soi. Alors là, oui, on peut dire que globalement, si on simplifie, on refuse en général la conscience de soi à l'animal. Bon. Mais là, ça va devenir compliqué parce que ce on refuse la conscience de soi à l'animal, il semble que par on ne puisse pas entendre tout le monde, parce qu'il est quand même de plus en plus question de reconnaître, non pas la conscience de soi, mais une certaine forme de conscience qui ressemble à la conscience de soi à certains animaux. Mais qui le dit? Les philosophes, pas spontanément, plutôt les scientifiques. Les scientifiques, les éthologues, qui font de l'éthologie, de la science du comportement animal, discutent de plus en plus la possibilité d'accorder une certaine forme de conscience assez élaborée quand même, à ce qu'on appelle les animaux supérieurs, ou ce qu'on appelle les mammifères supérieurs. Alors c'est pas la conscience de soi comme l'humain, bien entendu, il ne s'agit pas de dire que grâce à cette conscience il puisse dire je et se poser des questions métaphysiques, bien entendu, mais une certaine forme de conscience de soi. Alors, bien entendu, vous avez peut-être entendu parler du test du miroir. Beaucoup d'éthologues disent que certaines espèces passent le test du miroir, donc se reconnaissent dans un miroir, et il semblerait que ça puisse indiquer une certaine forme de conscience de soi. Alors, le problème de ça, c'est que, oui, mais quand même très peu d'espèces. Alors, un éthologue fervent pourrait me dire qu'on n'a pas fait encore passer à énormément d'espèces. Oui, mais par rapport au nombre d'espèces qui l'ont passé, et le nombre d'espèces qui le réussissent pleinement, on va dire, franchement, c'est très très peu. Bon, je me suis documenté, il y en a à peu près une dizaine.
hein, quand on sait qu'il y a des centaines de milliers d'espèces sur Terre. Bon, il y a à peu près une dizaine d'espèces animales qui réussissent le test, et encore, qui ne le réussissent pas toutes les espèces au même niveau, et il y a plusieurs niveaux dans le test. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y aurait plutôt, non, alors, soit une tendance à reconnaître la conscience à l'animal, soit une tendance à au moins se poser la question, est-ce qu'on pourrait reconnaître une certaine forme de conscience à certains animaux chez les scientifiques, et plutôt quelque chose qui serait de l'ordre soit du refus, soit de la méfiance, en disant non, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec la conscience de soi humaine, donc on ne peut pas appeler ça conscience, donc on peut la refuser, on peut globalement refuser la conscience à l'animal, hein, ce qui est une forme de simplification. Ça, on trouve chez les philosophes. C'est intéressant. Pourquoi cette dualité, cette opposition, ce clivage, hein, entre la philo et la science? Bien qu'il y ait quand même des interpénétrations, bien entendu. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse, mais on peut considérer qu'il y a un courant extrêmement important du côté de la philo qu'on appelle le courant spiritualiste, et qui considère qui parle encore de la possibilité que l'homme ait une âme, qui considère encore que l'homme n'est pas un animal comme les autres, etc., etc. Donc toute une dimension transcendante qu'il y aurait chez l'homme, et en fait toutes les tentatives scientifiques seraient des tentatives de naturalisation de l'homme, hein, au sens où on rabaisserait l'espèce humaine au niveau de la nature, en disant bon, finalement, c'est un animal un peu différent, mais c'est un animal. Bon, ça, il semble que ce soit très très dur à percevoir du côté de la philosophie. D'ailleurs, on pose la question, hein, pourquoi refusons la conscience à l'animal, alors que l'homme est un animal? Ça, de toute façon, c'est comme ça. Bon, nous sommes des mammifères, on n'est pas tombé du ciel. En plus, on sait depuis Darwin que on provient de l'évolution d'espèces précédentes, donc nous sommes des animaux, mais vous voyez que la question n'est pas posée comme ça. Hein. C'est pas pourquoi refusons la conscience aux animaux qui ne sont pas humains, c'est pourquoi refusons la conscience à l'animal. Bon. Alors de dire que c'est évident que l'homme est un, et puis il y a une scission et les autres animaux n'ont pas. Bon. Autre élément de réponse qu'on appelle la rupture ontique. Les philosophes tiennent pour beaucoup à cette idée de rupture ontique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'être d'un animal et de l'être d'un homme, il y a une rupture absolue, qui est une rupture non pas de degré, pas une différence au niveau des degrés, mais une différence de nature. C'est-à-dire qu'une différence de degré voudrait dire que, bien, si on prend de la première bactérie jusqu'à l'homme, tout simplement, ça évolue tout doucement, et par modification, et que on peut parfaitement imaginer qu'à un certain niveau, grâce à la détention d'un cortex, certains animaux commencent à avoir certaines formes de conscience, et puis que ces cortex évoluent, et que d'autres animaux qui leur sont supérieurs ont une autre forme de conscience supérieure, et puis à un moment, effectivement, bon, on aurait l'homme, et on aurait là simplement une conscience qui serait simplement supérieure à celle des autres animaux, supérieure dans ce qu'on appelle les capacités cognitives, c'est-à-dire que l'homme pourrait faire plus de choses, enfin beaucoup plus de choses, avec son cerveau que les autres animaux, donc par exemple se poser des questions sur l'art, sur la religion, sur la beauté, etc. Donc toutes les questions philosophiques. Bon. Et puis de l'autre côté, vous avez, donc ça, à la limite, ça c'est une option, que les scientifiques acceptent complètement. Et de l'autre côté, vous avez un refus de ça en disant il y a une rupture. Hein, il y a des formes de conscience, mais qui sont tellement élémentaires qu'en fait ça vaut pas la peine de les appeler conscience. Et puis vous avez l'homme qui, là, a, lui, la conscience, et là, il n'y a aucun problème. Et donc, à la limite, on lui donne tout, hein, toutes les questions possibles, toutes les capacités possibles, etc. C'est exactement ce qui se produisait chez Descartes. Chez Descartes, les animaux, là, sont des machines perfectionnées, sont des automates extrêmement complexes, qui n'ont pas reçu d'âme de la part de Dieu, donc pas d'âme dit pas de capacité à penser, à se poser des questions, à faire de l'introspection, à faire de l'esthétique ou à faire de la philo, donc il n'y a pas de conscience. Hein. Et puis, d'un seul coup, vous avez l'homme est là. Descartes ne dit pas l'animal humain, il ne dit pas l'animal, vous avez les animaux, et là vous avez l'homme, qui est un être à part, et bien entendu là vous avez de la conscience, puisque vous avez de l'âme. Il me semble que la question présuppose quelque part quelque chose qui est de cet ordre-là. Hein. Ça sous-entend qu'il existe encore dans la tête de certaines personnes cette rupture ontique absolue entre les animaux différents de l'homme, hein, et puis cet animal qui serait un être complètement différent, qui serait l'homme. Alors je vous dis, les avancées de l'éthologie ne permettent plus de penser de cette manière-là. On sait depuis Darwin que nous ne sommes pas radicalement différents des autres animaux, mais que nous avons évolué en fonction de l'évolution des espèces qui nous ont précédés. Nous sommes des grands singes, certainement plus évolués au niveau des capacités cognitives que les chimpanzés ou les gorilles, mais
Nous sommes des grands singes. Bon. Donc vous voyez que la question quand même est très problématique. Et finalement, on pourrait très bien répondre de deux manières à cette question. Soit d'une manière, on va dire, assez sage, non problématique, qui ne gratte pas, en me disant, bah, on refuse la conscience à l'animal parce que nous sommes des êtres à part. Alors, la réponse du 17e, hein, Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, donc il nous a donné une âme qu'il n'a pas donnée aux autres animaux. Ou une réponse plus spiritualiste, du type 20e, 21e, mais vous voyez bien que les capacités cognitives des animaux sont extrêmement réduites, donc on reste à part, sans parler de Dieu, mais on reste à part, on est radicalement supérieur, et toutes les tentatives de naturalisation ne valent rien. Ou vous avez une réponse plus embêtante en disant, mais si on refuse la conscience de soi, la conscience introspective, et tout ce qui ressemblerait à une forme de conscience assez complexe à l'homme, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas reconnaître notre filiation avec les animaux. C'est parce qu'on ne veut pas remettre en question notre supériorité qu'on a présupposée, qu'on a postulé, c'est parce qu'on ne veut pas remettre en question une rupture ontique absolue entre nous et les autres formes d'êtres vivants, et en gros, parce qu'on est narcissique. Alors, vous voyez que cette réponse-là, d'ailleurs moi j'aimerais bien l'avoir dans une communauté de philo, beaucoup plus que les réponses très très sages et très très structurées que je vous ai indiquées, mais c'est une façon de s'interroger sur le bien fondé même du sujet qu'on vous pose. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.